Salut les extraterriennes et salut les extraterriens. Merci de nous retrouver pour cette série mensuelle dédiée à la nutrition sportive. Sachez que vous retrouvez un épisode du coup tous les derniers vendredis de chaque mois, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou en format audio sur votre application de podcast préférée. Le but, c'est de vous faire progresser, de faire aussi évoluer les mentalités sur des sujets autour de l'alimentation, de la nutrition et du sport. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je peux autant parler business, écriture de livres, mais aussi performance et sport. Je suis avec mon ami Christophe. Comment vas-tu, Christophe ? Je vais très très bien, bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu sur les épisodes extraterriens. Est-ce que je pourrais te demander rapidement de te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes ? Oui, absolument. Alors, Christophe Cariot, ancien champion du monde de karaté. J'ai écrit 26 livres durant une vingtaine d'années, tous centrés autour de l'amélioration des performances, de la préparation physique, de la nutrition sportive. Et puis, il y a 6 ans de ça, j'ai créé NutriPure, la marque NutriPure de compléments alimentaires, pour, on va dire, parachever l'ensemble de ce que j'avais entrepris, qui était d'aider les gens à rester en bonne santé tout en étant performants. Et c'est un pari réussi puisque déjà aujourd'hui, de très nombreux athlètes de haut niveau passent par vous, justement pour se complémenter, moi aussi. Et tu vois, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as recommandé de lire ton livre Physique au top, parce qu'on va parler d'un sujet notamment aujourd'hui qui m'intéresse particulièrement, qui est qu'est-ce qui se passe après 30 ans, 35 ans. C'est un peu mon cas aussi actuellement. Comme tu le sais, j'ai commencé le sport très jeune, avec des parents très sportifs. Je m'entraîne encore tous les jours. Et ça a commencé, je pense, à l'âge de 10 ans avec le début du sport-études. Et dans ce livre-là, tu vois, il m'est venu pas mal de questions et je voulais un petit peu aujourd'hui qu'on puisse s'adresser aux auditeurs et aux auditrices d'extraterriens en essayant de leur donner quelques billes parce qu'ils sont nombreux dans mon cas. Tu vois, on est nombreux à avoir fait du sport depuis très longtemps et passé un certain âge, ça commence un petit peu à se dérégler. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse dans ton livre, mais aujourd'hui on va essayer d'apporter un angle, notamment via la nutrition, mais pas que. Déjà pour donner un petit peu d'éléments de contexte, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on passe les 30 ans, les 35 ans, et qu'on peut sentir un peu comme moi que les premières blessures arrivent et qu'il y a peut-être des petits soucis qui commencent à arriver. Déjà, aux alentours de 30-35 ans, on atteint entre guillemets un pic hormonal, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une descente au niveau des différents systèmes hormonaux de l'organisme. Et donc, on commence à ressentir que juste avant 30 ans, tous les excès, que ce soit les excès sportifs, les excès nutritionnels, les excès de la vie, du quotidien, ils pouvaient être gommés relativement facilement parce qu'on avait un environnement hormonal qui nous permettait en fait de supporter des choses, qui permettaient à l'organisme de s'adapter relativement bien. En revanche, à partir du moment où on a atteint ce pic qui est variable d'un individu à l'autre, qui va aussi dépendre de notre patrimoine génétique, donc il y a des gens chez qui ça va arriver plus tôt, il y a des gens chez qui ça va arriver plus tard, il y a des gens qui ont beaucoup abusé, et donc ça va arriver encore plus tôt, etc. Et donc une fois qu'on a atteint ce pic, on va être dans une phase descendante. Et donc, c'est ce qu'on retrouve autour de 30-35 ans. Les gens entament cette phase descendante. Ils commencent à avoir tout un tas de petits bugs, donc des bugs au niveau corporel, avec un certain nombre de douleurs qui apparaissent, mais qui ne disparaissent pas comme elles le faisaient auparavant. Donc des petites douleurs articulaires et tendineuses. On va avoir des bugs au niveau cellulaire. Ces bugs cellulaires, ils vont entraîner des perturbations, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau du fonctionnement de certains systèmes de l'organisme. Et tout ça, ça va se manifester par des petits symptômes qui auparavant étaient gommés très rapidement, mais qui là vont être soit persistants au quotidien, mais avec une magnitude qui ne sera pas trop importante, ou au contraire, qui vont brutalement déclencher des problématiques qui peuvent être un peu embêtantes, handicapantes pour certaines personnes. Ok. Donc si je comprends bien en t'écoutant, autant notre organisme va être capable de réaliser des performances assez similaires, mais c'est plutôt sur la partie récupération et reconstruction que notre corps devient moins performant. Exactement.
En gros, tous les jeunes aujourd'hui savent qu'ils peuvent faire une nuit blanche, dormir 2-3 heures et puis aligner une journée derrière, pouvoir faire du sport, etc. Quand vous faites ça à partir de 30-35 ans, c'est plus possible. C'est-à-dire que la moindre nuit blanche, avec juste 2 ou 3 heures de sommeil, vous mettez 3 ou 4 jours pour vous en remettre. Si dans l'intervalle vous faites du sport, vous augmentez de manière importante votre risque de blessure. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire dans les capacités de régénération et de récupération des gens, à partir justement de ce plateau qu'on a atteint et de cette phase descendante qu'on entame. D'accord. Est-ce que je pourrais estimer que justement, moi je suis sur ce plateau parce que à la fois, si tu veux, d'un point de vue hormonal et énergétique, je me connais très bien et j'ai l'impression d'être de plus en plus en forme, de mieux maîtriser mon sommeil, de mieux maîtriser mon alimentation. Donc il y a des jours où, si tu veux, tout va bien et je me sens, je dirais pas invincible, mais en tout cas, je me sens très bien. Et puis, il y a des jours, effectivement, comme tu l'as dit, il y a quelques semaines, j'étais à un enterrement de vie de garçon. Comme tu peux l'imaginer, on n'a pas beaucoup dormi et la semaine qui a suivi a été très compliquée. Est-ce que ça, c'est des signes justement annonciateurs, cette espèce de sinusoïde où des jours ça va très très bien, des jours où là je me rends compte, oula, j'ai vieilli, c'est des signes annonciateurs de ce plateau-là. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, oui, il y en a d'autres, mais je dirais que cette phase-là, elle coïncide également avec une autre phase qui est la vie adulte dans son plein. Toi, tu fais déjà beaucoup d'activités. Donc, tous les gens qui sont autour de 30-35 ans, ils sont en plein boom, on va dire, au niveau de leur vie professionnelle, parfois de leur vie amoureuse ou familiale. Donc, il y a une vie trépidante. Et donc, tout ça, finalement, lorsqu'on le vit en ayant encore dans sa tête l'impression qu'on a 18 ans, ça accélère encore plus un certain épuisement de l'organisme en profondeur. Et donc, la difficulté, ça va être justement d'être capable, soit parce que la vie ne te donne pas le choix, soit tout simplement de faire un peu cette introspection et de dire « ouais, non mais là, je récupère plus comme avant. Peut-être que les excès, il va falloir que j'en fasse moins ou qu'ils soient moins importants qu'auparavant, de façon à intégrer que c'est plus pareil qu'avant, c'est plus pareil qu'à 20 ans. Et si on ne le fait pas, la vie se charge en permanence de nous rendre les choses de plus en plus difficiles, de nous empêcher de récupérer de plus en plus, jusqu'à ce que les gens ils arrivent à des points de rupture qui sont des blessures importantes, des burn-out ou des choses comme ça. Ouais. Le burn-out, c'est ni plus ni moins que le dépassement des capacités d'adaptation intellectuelle d'un individu, parce que cet individu il fait trop de choses intellectuellement, on lui en demande trop au niveau intellectuel, et en parallèle de ça, il ne fait pas suffisamment de choses pour aider son cerveau à se régénérer, à récupérer. Donc pas suffisamment de sommeil, une alimentation qui n'est peut-être pas adéquate, etc. Mais grosso modo, voilà un petit peu ce qui peut apparaître si on continue à ne pas faire attention à ces petits signes que le corps nous envoie. Ok. Moi, je digresse un petit peu, mais en tout cas, j'en parlais beaucoup récemment avec ma psy, tu vois, qui me disait que justement cette vie trépidante, cette vie d'entrepreneur, elle demandait aussi des phases de récupération. Et je me demandais, tiens, c'est bizarre. Là, j'ai vraiment des grosses envies de nature. J'ai envie d'aller en montagne et de tout couper. Plus de ville, plus de klaxons, plus de bars en bas de chez moi, tu vois. Donc je le comprends tout à fait et c'est peut-être aussi un petit signe justement de besoin de repos. Est-ce que tu saurais aussi peut-être, si on revient sur le sport et on revient justement sur la performance, sur les aspects, on va dire, musculaires, articulaires et tendineux, pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à récupérer et quelles vont être peut-être les blessures un petit peu plus fréquentes? Toi, tu as l'expérience, tu as beaucoup travaillé avec des athlètes de haut niveau. On va parler un petit peu produits aussi. Mais quelles sont un peu les pathologies fréquentes qui peuvent arriver justement pour des gens qui sont sentis invincibles, pour moi, un peu comme moi, durant 20 ans, qui vont s'entraîner tous les jours? Tu t'en doutes, jeune, en tout cas jusqu'à un certain âge. Moi, j'ai aussi négligé la partie récupération musculaire, étirement, mobilité, souplesse. J'ai changé de sport, je suis arrivé sur la course à pied avec un peu plus d'impact.
quelles sont, tu vois, les pathologies un peu fréquentes dont il faut vraiment se méfier et qui pourraient être potentiellement facilement soignées. On va y arriver juste après, ou anticiper en tout cas. Les deux principales, c'est les tendinopathies, donc tout ce qui est en fait inflammation des tendons et de certains tissus, et puis les douleurs articulaires. Pour une raison qui est assez simple, un muscle, ça met grosso modo entre, selon le type d'effort qu'on fait, mais je ne vais pas rentrer dans des détails trop complexes, entre 48 et 72, voire 4 jours de récupération, pour qu'un muscle est récupéré de manière optimale. Un tendon, on passe à 10-15 jours pour un seul effort. Et des articulations, on considère que c'est grosso modo aux alentours de 2 à 3 mois pour qu'une articulation soit intégralement régénérée au niveau qu'elle se soit auto-réparée. Donc on comprend bien que si on multiplie les entraînements régulièrement, tous les jours, en fait le muscle va tolérer une certaine charge de travail. On est déjà en surcharge au niveau des tendons. Et on est déjà en surcharge pour les articulations. Et donc, cet état, en fait, ce manque de récupération qu'on peut avoir au niveau des structures tendineuses et tissulaires et des articulations, eh ben, il se cumule dans le temps. Et au bout d'un moment, ben, vous avez tout simplement des phénomènes inflammatoires qui passaient sous le radar, ce qu'on appelle des inflammations, on va dire, à bas bruit, et qui, à un moment donné, vont devenir tellement importantes que votre conscience ne pourra plus ne pas les ressentir. Et donc la difficulté, c'est effectivement, lorsqu'on a ces signes qui se cumulent, donc ces douleurs articulaires du matin, ces inflammations au niveau des tendons qui ne disparaissent pas, tout ça, ce sont des signes que le corps vous envoie pour vous dire « attention ». Change quelque chose, je n'arrive plus à m'adapter à ce que tu me proposes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre déjà aux gens à entendre ces messages-là. Ça veut dire votre corps, lorsqu'il vous envoie des messages douloureux, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous empêcher de faire la course, le record, le machin. C'est juste parce qu'il est en train de vous dire, tu es déjà au-delà de ce que je peux supporter. Donc, ne t'étonne pas si on atteint tous les deux un point de rupture. Ouais, le corps nous parle et c'est notre allié. Tout à fait. Et la difficulté, elle est, voilà, la première difficulté, c'est que les gens entendent ces messages-là et les intègrent. La seconde, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai entendu ? Comment je m'entraîne ? Comment je change mon entraînement ? Comment je l'adapte ? Est-ce que mon entraînement il est compatible avec une haute performance ? Et donc là, il y a tout un champ de réflexion important qui s'ouvre. Voilà. Ok. Écoute, quand je t'entends, moi, ça m'enrichit beaucoup, mais ça me crée quand même une petite crainte. Je me dis, tiens, est-ce que passé 30-35 ans, on peut encore progresser ? Parce que justement, tu vois, on a entendu pendant des années que la progression passait par une certaine charge de travail, que justement c'était l'accumulation de contraintes qui faisait en sorte que du coup les muscles, ou en tout cas le corps, apprend de plus en plus vite à se récupérer et à encaisser du travail plus qualitatif, mais aussi plus quantitatif. Est-ce qu'on peut encore progresser concrètement, que ça soit d'un côté du spectre, en force, en explosivité, passer 30-35 ans, ou est-ce qu'au contraire ça va être très compliqué ? Et à l'inverse, en endurance, est-ce qu'on peut aussi même pousser encore loin, sachant qu'on est plutôt sur d'autres capacités physiques ? Donc c'est une question qui est très intéressante, en même temps assez complexe, mais on va essayer de la simplifier le plus possible. Le dogme de l'entraînement, c'est effectivement, je propose un stress à mon organisme en fait s'adapte de façon à être plus fort pour le prochain entraînement. On a vu que chaque entraînement provoque en fait un impact au niveau des muscles, des tendons, des articulations qui est différent, mais qui est également, il y a un impact au niveau cardiovasculaire, etc. Donc, à partir du moment où vous arrivez à calibrer l'intensité de votre entraînement pour permettre aux différents systèmes impliqués de relativement récupérer et donc d'avoir une courbe qui, au lieu d'avoir une courbe très importante de progression, c'est une courbe qui va être très progressive, mais qui nécessite forcément des années de pratique pour éviter de me blesser dans l'intervalle et laisser en même temps en parallèle suffisamment de temps
à mon corps pour s'adapter. Donc ça, c'était un petit peu la vieille école du sport de haut niveau, où on prenait des enfants ou des ados très jeunes, et donc ils étaient sélectionnés par leur robustesse et leur capacité progressivement à, d'une part, tolérer l'entraînement régulier, et surtout à s'inscrire dans une performance de très long terme. On fabriquait un gymnaste avant sur 15 ans. Aujourd'hui, on est dans des temps qui sont beaucoup plus courts parce que notre société, elle a changé, on veut que tout aille très vite, y compris avec la performance, ce qui amène beaucoup de jeunes notamment à se tourner malheureusement vers du dopage, parce qu'on est dans cette logique qu'il faut que j'atteigne des performances rapidement, sauf qu'encore une fois, vous avez un athlète qui se prépare sur 15 ans, qui a une courbe ascensionnelle qui est très lente, donc qui permet à son organisme, bon an, mal an, de s'adapter. Et vous avez des athlètes qui aujourd'hui sont sur des courbes qui sont très rapides, soit parce qu'ils utilisent des méthodes qui permettent de progresser très rapidement, mais avec de très gros risques de blessures et de douleurs à long terme, soit parce qu'en plus, ils prennent des produits dopants. Donc je dirais que si on a la capacité de viser le temps long pour la performance, moi je continue à m'entraîner à titre personnel. Alors c'est sûr, j'ai peut-être pas les mêmes performances qu'un gamin de 20 ans, etc. Mais je garde des performances qui sont très honorables pour mon âge, tout simplement parce que le facteur numéro 1 aujourd'hui pour moi j'ai 48 ans, c'est de ne pas me blesser. Donc tout mon entraînement, il est focalisé autour de ça. Écouter mon corps. Qu'est-ce que mon corps me dit aujourd'hui ? J'avais prévu une sortie de 45 minutes en endurance dans la montagne. J'ai les mollets qui sont raides. J'ai un tendon d'Achille, il est bizarre. Je ne sais pas, je m'échauffe, c'est ça. Il n'y a pas d'élasticité aujourd'hui. Ce n'est pas le jour en fait pour faire ma sortie en montagne. Parce que là, je vais me provoquer une tendinite d'Achille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon VTT et je fais une sortie en montagne, mais en VTT. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a moins de traumatisme sur certaines structures ostéo-articulaires que la course à pied. Donc, à mesure qu'on va vieillir, ce qui va être important, c'est de disposer d'une multitude d'outils d'entraînement, d'une multitude de méthodes d'entraînement pour pouvoir en permanence, en fonction du biofeedback que j'ai, c'est-à-dire des sensations corporelles que j'ai chaque matin ou au jour le jour, de pouvoir adapter mon entraînement en fonction de mes sensations. Donc c'est plus le programme d'entraînement qui dicte en fait ma semaine d'entraînement, ce sont mes sensations corporelles qui vont dicter les méthodes et les exercices que je vais utiliser pour m'entraîner. Moi, c'est ce que je suggère aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et c'est OK avec ça. Après, chacun fait ses paris, fait ses paris dans la vie, quoi. Bien sûr. Je comprends en tout cas deux choses. Je les reformule légèrement. Oui. Et tu me diras si j'ai raison. La première, c'est qu'effectivement, plus on va avoir tendance à prendre de l'âge, la progression passe aussi par la continuité. Complètement. Et que du coup, si une blessure vient interrompre ma progression, elle va être exactement, je repars de plus bas et ça va être plus lent. Et du coup, l'intérêt, effectivement, c'est de surtout s'écouter pour ne pas interrompre cette progression et pas interrompre sa pratique, d'où s'écouter et surtout ne pas se blesser, en fait, de faire très attention à ça. Et le deuxième conseil que j'entends, c'est effectivement, avec l'âge, on prend aussi de l'expérience et on sait qu'on peut croiser les entraînements, on peut aller chercher beaucoup d'outils, comme tu l'as dit, qui permettent de continuer à progresser tout en apportant beaucoup de variété à son entraînement et de ne pas, en fait, insister sur une pratique. Et ça rebondit d'ailleurs avec un épisode que j'ai fait récemment avec un grand monsieur qui s'appelle François Daen, tu vois, un grand champion d'ultra trail, qui a une quantité de travail, tu vois, faramineuse à 35 ans justement. Et lui, un de ses gros secrets, il le dit, c'est qu'il ne court pas 6 mois dans l'année, il fait du ski de rando. Et effectivement, c'est beaucoup moins traumatisant. Moins d'impact au sol. Pour effectivement ses chevilles, son tendon, ses tendons d'Achille. Donc effectivement, ça illustre très bien. On va rentrer petit à petit, tu vois, dans la partie alimentation, mais on sait que c'était important de poser quand même le cadre et de bien expliquer aux gens. Ce sera un épisode peut-être un tout petit peu plus long que les autres.
Qu'est-ce que, en dehors, alors je sais que tu vas me dire, il y a énormément de choses et il faut te lire. Je pense que Physico-Top, c'est vraiment une des bibles, et Un corps sans douleur aussi, que je recommande aux auditeurs. Mais peut-être si on pouvait aller donner 3 pistes de pratiques, de routines pour justement continuer à progresser, continuer à éviter ces douleurs-là. Là, on vient de donner un super conseil qui est effectivement de varier le maximum. Mais si on pouvait donner 2 autres conseils sur la partie récupération qu'on pourrait donner aux auditeurs et aux auditrices, peut-être de l'ordre un peu pratique, pour justement continuer à progresser, parce que c'est quand même l'adrénaline du sport, hein, on est un peu accro à ça, tout en évitant d'aller vers la blessure et de surcharger le corps. Les automassages, donc en post-effort, parce que les automassages, c'est pas une panacée. Ils ont été pas mal critiqués les 3 dernières années, mais personne n'a dit que c'était la panacée pour la récupération. Simplement, c'est un outil qui est très important, parce que ça va permettre d'améliorer le drainage, on va dire, lymphatique des tissus. Lorsque vous courez, vous faites du vélo, etc., vous allez accumuler un certain nombre de déchets. Et ces déchets, il faut permettre leur évacuation relativement rapide pour que, justement, il y ait une récupération qui soit optimale le plus rapidement possible. Et les automassages, c'est clairement une stratégie qui va permettre de travailler à la fois sur le drainage lymphatique, qui va permettre de relâcher certaines tensions au niveau musculaire. Vous allez, avec l'accumulation d'efforts, vous allez avoir par exemple des zones musculaires qui vont être un petit peu plus contractées que d'autres, pour plein de phénomènes qui sont complexes. Mais si de base, j'arrive à relâcher mes muscles et favoriser en fait l'évacuation des déchets après l'effort, déjà, j'optimise la vitesse de ma récupération de façon très très importante. Donc vous pouvez utiliser une balle de tennis, il y a plein d'outils d'automassage qui aujourd'hui existent et qui sont vraiment très utiles. On n'a pas besoin d'en faire beaucoup si on en fait régulièrement, c'est toujours en fait la même logique. À partir du moment où votre corps il a l'habitude d'être massé, il va avoir cette capacité à vite se relâcher. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'action d'automassage est liée à un meilleur fonctionnement pour lui, et donc vous créez en fait des boucles en fait positives dans l'organisme. Donc qui dit à chaque fois légère pression sur les muscles, dit pour lui meilleure récupération après. Et donc à mesure où vous pratiquez les automassages, vous n'avez pas forcément d'en pratiquer beaucoup, simplement il faut le faire régulièrement, le plus souvent possible, un peu comme on se brosse les dents. Voilà, on se brosse les dents pour avoir une bonne haleine, pour éviter d'avoir du tartre qui s'installe. C'est la même chose au niveau des tissus, en fait. Ouais. Voilà. L'idée n'est pas de se brosser les dents pendant 45 minutes, mais si vous faites 5 minutes ou 10 minutes en le divisant par 3 dans la journée pour les dents, et si vous faites 10 minutes après l'effort, vous avez déjà fait beaucoup pour votre récupération. Numéro 2, le sommeil. Optimiser le plus possible la qualité de son sommeil. Et puis, on va faire un épisode sur le sujet où on va parler effectivement alimentation et sommeil dans les mois qui vont venir, bien sûr. Mais tu as raison. Et écoute, je répondis juste sur le premier point parce que je tenais à te remercier parce que moi, tu m'as vraiment ouvert les yeux effectivement là-dessus. Notamment dans tes livres, il y a 2 outils que tu recommandes, la balle de tennis et le bâton de massage. Pour moi, ça a été vraiment des game changers parce que j'ai une grosse scoliose. Tu vois, j'ai une scoliose sur les 3 axes, tu vois, donc c'est pas facile et ça m'arrivait effectivement très souvent après justement des mouvements comme les tractions ou même les pompes, tu vois, où je pouvais avoir justement à mettre des grosses contraintes sur ma colonne vertébrale. En fait, ça m'a permis, tu vois, il y a des tensions qui se créent sur les muscles justement fixateurs, aussi les fixateurs d'omoplate par exemple. Et ça m'a vraiment permis, en appuyant sur les trigger points, tu vois, les points de tension, vraiment d'apprendre au corps à se relâcher et en tout cas de dénouer tu vois, des petites contractions qui pouvaient arriver. Et pour moi, ça a été vraiment un game changer, donc tu prêches un convaincu. Peut-être petite curiosité personnelle, toi, sur le sommeil, qu'est-ce que tu as mis en place ? Est-ce qu'il y a eu La question que j'aime bien poser aux athlètes, c'est est-ce qu'il y a un conseil ou est-ce qu'il y a une routine
que tu as découvert peut-être un peu sur le tard et que tu aurais aimé mettre en place dans ta carrière, tu vois, d'athlète de haut niveau ou peut-être un petit peu plus tôt sur ton après-carrière au niveau du sommeil? La première des routines du sommeil, c'est de développer une routine en fait. C'est pas Très bien dit. ça paraît très con, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que le sommeil est vachement associé en fait à des cycles. Et donc, si vous mettez en place de façon cyclique un certain nombre d'habitudes, vous allez induire la libération de certaines hormones qui sont spécifiques au sommeil à certains moments clés de la journée et donc favoriser votre endormissement, la qualité de votre sommeil, etc. Il y a ça. Ensuite, l'alimentation qui peut aussi jouer un rôle très important. Donc en fonction de ce que vous allez manger, les heures où vous allez manger certains aliments, etc., vous pouvez optimiser la qualité de votre sommeil ou pas, et donc favoriser au contraire des insomnies ou des trucs comme ça. Et puis ces dernières années, avec l'accélération, on va dire, de la technologie, l'exposition en fait à tous les écrans le soir. Donc ça, si j'avais vraiment un conseil pour les jeunes auditeurs, c'est de limiter le plus possible, parce que je sais qu'ils ne le feront pas, l'exposition en fait aux écrans, donc portables, tablettes, tardivement le soir. Voilà. Bien sûr. Là, vous perturbez beaucoup de choses au niveau de ce qui se passe au niveau du cerveau, de la sécrétion de certaines hormones dont on aura l'occasion de reparler. Bien sûr, eh bien, on sait que tous les réseaux sociaux et même tu vois, les fabricants de téléphones jouent sur la sécrétion d'hormones pour justement nous maintenir éveillés. Nous maintenir éveillés et maintenir ce degré d'excitation, et effectivement, c'est le couper. Et puis aussi, dès le réveil, aussi, je pense qu'on oublie de le mentionner, mais tu vois, quand le cerveau vient de se réveiller, de tout de suite se plonger sur son téléphone, c'est aussi créer un espèce de réveil complètement artificiel qui derrière, en fait, va créer un peu une espèce d'addiction qui va durer toute la journée et qui ne va pas entretenir une énergie très saine. Très bien, on passe sur la partie alimentation. Grâce à toi, j'ai mis beaucoup de choses en place ces derniers mois, ces dernières semaines, puisque effectivement, quand on s'est rencontrés, je te disais, écoute, moi, c'est régime paléo, j'essaie d'avoir une alimentation la plus brute et naturelle possible. Et tu m'as dit, attention, Bart, il faut peut-être réfléchir à se complémenter. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné. Et le premier complément, tu vois, sur lequel effectivement tu prends beaucoup la parole, qui est le collagène, notamment effectivement sur les sujets d'articulation. Et notamment effectivement quand on a les problématiques de s'entraîner régulièrement et de récupérer moins facilement, peut-être passé un certain âge. Est-ce que tu peux nous expliquer là quel est le rôle du collagène pour le corps humain et l'importance effectivement de se complémenter passé un certain âge et quand on a une grosse pratique sportive? Tout le monde a peut-être entendu dire que le corps est composé de 70% d'eau, mais les gens savent moins en fait que 30% de notre corps c'est du collagène. Donc grosso modo, il est très très important de pouvoir aider à renouveler ce collagène, tout simplement parce que le collagène, c'est la structure qui va permettre l'interconnexion entre tout ce que nous sommes. C'est-à-dire, entre ma peau et mes muscles, il y a du collagène. C'est ce qui me donne la structure, cette structure élastique. Tout ça, c'est lié à la présence de collagène. Ce qu'il y a entre les faisceaux de fibres musculaires, c'est du collagène qui permet en fait d'avoir cette interconnexion entre les muscles et donc de favoriser le mouvement. Bref, le collagène, vous l'avez partout. Il interconnecte toutes les structures de notre corps. Autrefois, on avait une alimentation qui était relativement riche en collagène, tout simplement parce que, comme on n'avait pas accès à une profusion d'aliments, notamment des aliments animaux, on consommait l'intégralité de l'animal. Donc on allait manger les organes, etc.
Et les bouillons d'os. Les bouillons d'os, ceux qui vivent autour des mers et des océans consommaient les soupes de poissons, c'est-à-dire on mettait la tête, les arêtes, tout. Et tous ces bouillons en fait d'os, les pot-au-feu, etc., c'est les soupes de poissons, contenaient énormément de collagène. Et donc on absorbait non seulement les protéines qui étaient liées, on va dire, aux protéines animales, mais également le collagène qu'ils contenaient. Aujourd'hui, on s'est très éloigné en fait de ce type d'alimentation et on privilégie souvent des morceaux nobles, donc des viandes maigres, du blanc de poulet, etc. Des filets de poisson parce qu'on demande à ce qu'on nous enlève toutes les arêtes, parce qu'on ne veut surtout pas avoir des arêtes, etc. Et tout ça fait que petit à petit, notre alimentation elle est devenue, sans qu'on s'en aperçoive, déficitaire en collagène. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est soit de reconsommer des aliments comme d'antan, c'est-à-dire de remanger des pot-au-feu, de remanger des soupes de poisson, des choses comme ça, ou alors de se supplémenter en collagène pour bénéficier justement de cet apport de matières premières en collagène et aider justement notre corps, particulièrement en vieillissant, à entretenir sa structure. Vous avez la structure osseuse, tout le monde la visualise. Le collagène, c'est la structure, on va dire, molle. C'est ce qui interconnecte tous les tissus mous les uns avec les autres. Bon, en tout cas, moi, je suis convaincu. Mais il y a une chose qui m'a un petit peu étonné, notamment peut-être en tant que consommateur, et j'aimerais te poser la question, c'est que on voit à la fois des fois du collagène marin, on voit des peptides de collagène, plein de termes qui peuvent, en tout cas pour les non-initiés, peut-être faire peur ou perdre un petit peu le consommateur. Est-ce que tu peux m'éclairer rapidement sur les différents types de produits qu'on peut utiliser et pourquoi chez NutriPure vous avez pris un parti du coup pour les peptides de collagène et pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Okay. En fait, dans la manière dont, à la base, on va prendre un exemple qui peut parler à peu près à tout le monde. Lorsque vous faites du poulet, vous prenez un poulet, vous le mettez au four, vous avez fait votre repas, vous mettez les restes du poulet au frigo et le lendemain, en fait, quand vous prenez votre carcasse, vous avez tout un tas de gélatine. Cette gélatine, en fait, c'est du collagène. Mais c'est du collagène pur, c'est-à-dire c'est la cuisson de la carcasse de poulet qui a en fait libéré l'intégralité, le collagène a fondu et donc il s'est libéré dans le jus du poulet. Mais ça c'est bon, il faut le consommer. Alors ça, on peut le consommer. Moi je le recommanderais pas forcément, mais c'est encore un autre sujet. Sauf si votre poulet il est bio, etc. Mais grosso modo, voilà, ça c'est une première base pour comprendre ce qu'est le collagène. Donc la gélatine, c'est du collagène à l'état pur. Sauf qu'elle n'est pas forcément très bien absorbée au niveau digestif. Ensuite, vous avez une manière en fait de travailler le collagène qui va permettre de le fragmenter en petits morceaux qu'on appelle les peptides de collagène. Et donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui majoritairement sur le marché des compléments alimentaires. Donc on retrouve des peptides de collagène issus de bovins, on retrouve des peptides de collagène issus du milieu marin, notamment de tout ce qui est lié aux poissons, etc. Mais généralement tout ça c'est qu'une grosse partie de marketing. La majorité en fait des substances qu'on retrouve, des suppléments qu'on retrouve, des compléments qu'on retrouve, c'est vraiment la structure peptide de collagène. Sinon, vous allez avoir la mention gélatine. D'accord. Voilà. La gélatine, c'est vraiment du collagène à l'état brut, qui est, je le répète, c'est bon, il n'y a aucun souci, mais qui n'est pas forcément très bien assimilé au niveau digestif. D'accord. Et alors le collagène marin, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Collagène... ça vient du poisson. Ah ben c'est pas compliqué, on va le faire de manière très... De la même manière que vous avez votre carcasse de poulet qui va suinter en fait du collagène, vous avez des carcasses de bovins qui vont en fait donner du collagène bovin, et vous avez en fait des carcasses de poissons, etc., qui vont être utilisées pour donner du collagène marin. Voilà. D'accord. Okay. Mais à chaque fois, on est sur des structures de peptides de collagène. C'est-à-dire que la manière dont les industriels travaillent en fait
l'ensemble de cette matière première, c'est justement de beaucoup la faire cuire dans des cuves, etc., pour pouvoir à la fois avoir une scission des molécules de collagène et donc favoriser à la fois éviter les problèmes qui peuvent être liés justement avec certaines maladies potentielles et tout ça, et en même temps favoriser l'assimilation au niveau digestif. Ok. Merci beaucoup Christophe, parce que alors j'ai pris un petit peu de temps parce que je voulais bien qu'on explique, parce que ça peut faire un peu peur aussi des fois à certaines personnes ces méthodes de production, mais on comprend bien, en tout cas en t'écoutant, que notre alimentation est de plus en plus pauvre en collagène, que c'est un composant absolument nécessaire pour notre corps humain, et puis aussi pour faire durer cette fameuse jeunesse dont on rêve tous. Et du coup, en tout cas, moi, sur les différentes lectures que tu as pu me donner et sur tes livres et le contenu que tu as pu créer, en tout cas, je suis convaincu. Je te dirai dans quelques mois s'il y a de gros changements. En tout cas, j'espère que c'est surtout pour durer. Est-ce qu'il y a d'autres compléments que toi tu consommes ou que tu vas fortement recommander justement pour un jeune homme ou une jeune femme? Tu vas passer 35 ans avec toujours une dose d'entraînement considérable, tu vois. Je cite toujours à peu près les mêmes, c'est pour ça qu'on appelle ça les fondations de la santé chez NutriPure. Le multivitamine, numéro 1, parce que pour moi c'est comme une assurance vie, et j'appelle ça aussi un couteau suisse. Pourquoi une assurance vie et un couteau suisse? Tout simplement parce que aujourd'hui, même quand on fait attention à tout, on n'est pas sûr en fait d'avoir l'intégralité de toutes les vitamines et les nutriments nécessaires. Ensuite, le rythme de vie qu'on a dans nos vies trépidantes aujourd'hui consomme beaucoup plus de vitamines et de minéraux. C'est notamment le cas du magnésium, par exemple. Et un sportif, on sait qu'il a des besoins en vitamines du groupe B qui sont beaucoup plus importantes. Donc, en fonction de son alimentation, si elle n'est pas forcément très optimisée, il peut se retrouver avec des besoins en vitamines du groupe B qui ne sont pas couverts. Donc, assurance vie et couteau suisse pour ça. Et en vieillissant, comme on l'a dit, on commence à voir apparaître un certain nombre de perturbations cellulaires. Et donc, l'ensemble des éléments qu'on retrouve dans notre multivitamine vont permettre d'optimiser ces fonctionnements cellulaires et donc de maintenir, on va dire, un fonctionnement cellulaire, hormonal, qui va être optimisé le plus longtemps possible. Ensuite, vous avez le magnésium. Magnésium parce que, encore une fois, on en surconsomme aujourd'hui. Il y a du bruit partout, il y a des nouvelles qui sont en permanence anxiogènes. On a un rythme de travail qui est assez important. Encore plus si on fait du télétravail, parce qu'on s'aperçoit que les gens ne s'arrêtent jamais de travailler finalement. Et donc tout ça, en fait, surconsomme du magnésium. Si en plus vous transpirez beaucoup, vous avez beaucoup en fait, de contractions musculaires via vos entraînements, vous avez des besoins en magnésium qui sont augmentés. Donc voilà, multivitamine, magnésium. En hiver, j'aurais tendance à proposer de la vitamine D3 pour éviter justement de tomber malade et donc d'aider mon organisme à booster son immunité. Ensuite, on sait également que la vitamine D3, elle n'agit pas que au niveau du système immunitaire, mais que grosso modo, l'intégralité des cellules du corps ont des récepteurs à vitamine D3. Et donc, on s'aperçoit que la vitamine D3, elle a plein d'actions, y compris des actions anti-âge. C'est-à-dire qu'elle va ralentir, encore une fois, certains processus de vieillissement par des mécanismes qui sont assez complexes. Mais grosso modo, voilà, c'est à partir d'avril jusqu'à octobre, quand on vit dans des périodes qui sont des endroits qui sont assez ensoleillés, on n'a pas forcément besoin de consommer de la vitamine D3. En revanche, en hiver, surtout sous nos latitudes, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, un complément qui est indispensable. Et puis c'est déjà pas mal. Multivitamine, magnésium, vitamine D3 en hiver. Et vraiment, si on veut optimiser un certain nombre de choses, les oméga 3, qui peuvent être utiles si on ne consomme pas suffisamment de petits poissons gras, maquereaux, sardines, etc. Donc, si vous en consommez 3 ou 4 fois par semaine, vous êtes bon, vous n'avez pas besoin d'oméga 3. Si vous n'en consommez pas autant, ça peut être encore une fois un complément qui peut être utile.
Tu peux rappeler un petit peu leur rôle, parce que c'est vrai les oméga 3 on en entend souvent parler, mais c'est pas toujours très clair pour le consommateur de à quoi ça sert, comment est-ce que l'organisme l'utilise, notamment on le voit avec l'alimentation industrielle et la transformation de l'alimentation carnivore. On donne de plus en plus de maïs aux cochons, aux bovins et aux poulets. Et aux poissons. Et aux poissons aussi, effectivement. Est-ce que tu peux expliquer du coup l'importance des oméga 3 aujourd'hui ? Donc tu as fait un rappel qui est important. Autrefois, la majorité des animaux se nourrissaient dans les champs, etc. Donc ils mangeaient de l'herbe. Cette herbe était riche en acides gras végétaux, notamment des acides gras oméga 3 végétaux. Et donc leur nourriture, leur chair était concentrée dans ces oméga 3-là. Depuis en fait l'industrialisation massive de l'alimentation, en privilégiant une alimentation, on va dire, à base de maïs ou de choses comme ça, on a modifié complètement le ratio oméga 3, oméga 6 des animaux qui les consomment. Et donc, par extension, le ratio oméga 3, oméga 6 lorsqu'on consomme en fait ces animaux. Donc il y a, on va dire, une centaine d'années, vous pouviez avoir du bœuf, vous pouviez avoir des viandes comme ça, ou même des saumons qu'on pêchait encore à la ligne dans des endroits sauvages, qui étaient riches, très riches en oméga 3. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que la majorité du saumon est un saumon d'élevage. C'est un saumon qui est nourri avec des farines, souvent animales, donc il n'a plus accès en fait à son alimentation traditionnelle. Et donc, la chair du saumon est beaucoup moins riche en oméga 3 qu'il y a 50 ou 100 ans en arrière. Donc du coup, ça va être important de consommer des oméga 3 dans ce cadre-là. Et les oméga 3 ils vont être importants parce qu'ils vont agir, encore une fois, sur cet équilibre oméga 6, oméga 3 au niveau cellulaire. Donc nos cellules, elles sont composées, la membrane de nos cellules, elles sont composées, donc vous avez une cellule, autour de cette cellule, vous avez une membrane. Cette membrane, elle est composée d'acides gras saturés, donc des graisses saturées qui lui donnent sa structure, sa rigidité. Et ils sont composés d'autres acides gras comme les oméga 6 et les oméga 3 qui permettent en fait d'avoir une communication cellulaire ou une flexibilité cellulaire. Donc plus vous consommez certains acides gras comme les acides gras saturés, plus vos cellules deviennent rigides, plus vous optimisez, on va dire, le ratio de vos graisses dans votre alimentation. C'est-à-dire que vous avez un peu d'acides gras saturés, un peu d'oméga 6, un peu d'oméga 3, plus vous allez garder une flexibilité de vos cellules à pouvoir circuler librement dans votre corps. Premier point. Deuxième point, on sait qu'il y a certaines régions de l'organisme qui fonctionnent beaucoup mieux avec des ratios oméga 3 plus importants. C'est le cas par exemple du cerveau. C'est pour ça qu'on dit que les oméga 3 sont bons pour le fonctionnement cérébral. Ensuite, vous avez exactement la même logique au niveau cardiovasculaire. Plus vous allez avoir en fait des oméga 3, plus vous allez garder un sang qui va être fluide et donc qui va circuler plus librement. Si votre sang circule plus librement, votre cœur force moins pour le pomper. Si votre corps force moins pour le pomper, vous avez moins d'hypertension. Ok. Très clair. Écoute, merci pour ce rappel. Ça a été un épisode un petit peu plus dense et riche, avec à la fois vraiment de la théorie et aussi pas mal de retours d'expérience et de conseils pratiques qu'on a pu donner. Mais en tout cas, c'était hyper important déjà parce que je pense qu'on est nombreux, tu vois, à écouter Extraterrien et à voir justement ces problématiques-là et à être un moment charnière où il faut avoir du bon contenu et en même temps mettre en place des nouvelles pratiques parce qu'on n'a pas toujours forcément eu les bonnes informations avant et quand on n'est pas confronté à un problème, on ne recherche pas forcément des solutions. Donc, je suis très content d'avoir fait cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Christophe. C'était très très riche, très très dense. Pour les auditrices et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, effectivement, vous pouvez suivre Christophe Cario sur les réseaux sociaux, mais surtout aller voir
le contenu qu'on fait avec NutriPure. Il y a les précédents épisodes, pareil, qui étaient tout aussi denses, tout aussi riches sur l'alimentation sportive. On vous met tous les liens, un peu voilà, des livres qu'on a pu citer ou des petites recherches qu'on a pu évoquer dans cet épisode dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a aussi un lien pour prendre un rendez-vous avec Marie, qui est nutritionniste chez NutriPure. Vous pouvez aussi nous poser vos questions via les réseaux sociaux, Instagram, notre réseau social favori. Et puis d'ici là, on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Christophe. Salut, et puis entraînez-vous bien. Bye bye. Exactement, bon entraînement. Ciao.